La tempête ne prévient pas, elle tombe simplement sur toi avec toute sa fureur. Le vent rugit, les tonnerres secouent la terre et la pluie frappe sans pitié. Tu ne peux pas l'arrêter, tu ne peux pas négocier avec elle, mais tu peux décider si elle te brisera ou si tu apprendras à marcher sous sa fureur avec la tête haute. C'est ça la vie. Critique, douleur, trahison et perte. Elles arrivent sans permission et mettent à l'épreuve ce que tu es vraiment. La différence entre ceux qui sombrent et ceux qui se relèvent n'est pas à l'extérieur. Elle réside dans la force intérieure que tu construis en silence. Le stoïcisme n'est pas de la poésie pour paraître profond. C'est un outil de combat. Marc Aurèle l'a soutenu alors qu'il gouvernait un empire en guerre. Épictète l'a appliqué en portant les chaînes de l'esclavage et Sénèque l'a pratiqué entouré d'intrigues et de corruption. Ils ont compris que l'extérieur ne se contrôle pas, mais l'intérieur se maîtrise. Et cette maîtrise change tout. Cette vidéo ne vient pas pour adoucir ta vie avec des phrases de calendrier. Ici, tu vas trouver des leçons que tu peux pratiquer dès aujourd'hui. Des leçons qui vont t'entraîner à résister quand on te critique, à ne pas te perdre dans le bruit pour que ton esprit cesse d'être ton ennemi et devienne ton allié. Reste jusqu'à la fin et tu découvriras comment forger une clarté qui ne se brise pas, comment faire de chaque coup un rappel de ta force et de chaque blessure une preuve que tu peux te relever plus fort. C'est le chemin des stoïciens et aujourd'hui, il commence pour toi. 1. Apprends à rire de la critique. Le poison des mots des autres est comme la fumée d'un incendie. Il t'enveloppe, te rend aveugle, t'étouffe si tu décides de rester pris dedans. Mais si tu apprends à le regarder en face, tu découvres qu'il n'a pas de tranchant, qu'il ne brûle pas, qu'il n'est que de l'air pollué essayant d'entrer dans tes poumons. La critique fonctionne de la même manière. Elle peut t'empoisonner si tu l'absorbes sans filtre, mais elle peut aussi te renforcer si tu décides de l'utiliser comme un entraînement pour forger ton caractère. La différence est toujours en toi. Marc Aurèle disait que l'offense n'existe pas en dehors de ton interprétation, que ce que les autres disent de toi n'a pas de pouvoir jusqu'à ce que tu décides de le leur donner. C'est ce que la plupart des gens oublient. Beaucoup traversent la vie en craignant l'opinion des autres, comme si ces mots étaient des marteaux capables de briser des os, alors qu'en réalité, ils ne sont que des échos qui meurent dans l'air. Le problème n'est pas dans la bouche de celui qui critique, mais dans l'oreille de celui qui écoute et se laisse emporter par ce qu'il ne contrôle pas. Le stoïcisme t'apprend à rire de la critique, non pas parce que tu ignores la douleur qu'elle peut causer, mais parce que tu comprends qu'elle n'est qu'une réaction de celui qui projette sa frustration. Sénèque l'expliquait clairement. Personne ne jette des pierres vers le bas, elles sont toujours lancées vers le haut. Si on te critique, c'est parce que d'une certaine manière, tu es au-dessus de leur niveau de confort. La critique révèle plus sur celui qui l'émet que sur celui qui la reçoit. Celui qui critique sans fondement avoue son envie, son insécurité, son incapacité à construire quelque chose de propre. Et c'est là que ta décision entre en jeu. Te laisses-tu intoxiquer par cette confession étrangère ou la regardes-tu pour ce qu'elle est, un cri vide? Rire ne signifie pas se moquer. Cela signifie ne pas prendre au sérieux ce qui ne mérite pas ton énergie. Cela signifie lâcher la charge invisible que d'autres essaient de te mettre sur les épaules. Quand quelqu'un te pointe du doigt, tu as deux options. Te sentir accusé et réagir avec colère, ou sourire sereinement et te rappeler qu'un doigt pointé n'a pas plus de force que celle que tu lui donnes. Épictète enseignait que si quelqu'un dit que tu es un âne et que tu ne l'es pas, il n'y a pas de sens à te mettre en colère. Et si tu l'es, il n'y a pas non plus de raison de t'offenser car la vérité n'a pas besoin de défense. L'important est que tu comprennes que la critique est inévitable. Si tu agis, on critiquera. Si tu n'agis pas, on critiquera quand même. Alors, la solution n'est pas de taire ta vie pour éviter d'être jugé, mais de continuer à agir avec fermeté tout en apprenant à faire glisser leur voix comme la pluie sur une pierre. La pluie mouille, dérange, mais ne change jamais l'essence de la roche. Ton caractère doit être cette roche. Apprendre à rire de la critique est, au fond, un acte de liberté. C'est enlever au monde le pouvoir de dicter ta valeur.
C'est décider que ta vie n'est pas régie par les applaudissements ni arrêtée par les huées. C'est savoir que ta mission, ton intégrité et ton chemin sont au-dessus de ce que les autres veulent penser. Quand tu y arrives, la critique cesse d'être une arme contre toi et devient le signe que tu avances. Personne ne jette de pierre à un arbre sec, seulement à celui qui donne des fruits. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de te réduire avec des mots, ne tombe pas dans le jeu de l'offense. Respire, observe et souris. Ce sourire est ta victoire silencieuse, car il révèle que tu as compris l'essentiel. La critique n'est pas un ennemi que tu dois vaincre, c'est une fumée qui se dissipe dès que tu arrêtes de la respirer. 2. Vis le rôle que tu as choisi avec intégrité. Un acteur qui monte sur scène sans connaître son rôle finit par se perdre, improvisant des phrases incohérentes et confondant le public. Il en va de même dans la vie lorsque tu décides de vivre sans clarté, en assumant des rôles qui ne te correspondent pas ou en prétendant être quelqu'un que tu n'es pas. Au final, la représentation devient un désastre car il n'y a pas de cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Le stoïcisme enseigne que chacun a un rôle dans l'existence, un lieu qui se construit avec responsabilité, discipline et intégrité, et que la véritable force réside dans le fait de le représenter fidèlement, et non de changer de masque selon l'occasion. Marc Aurèle rappelait que nous faisons partie d'un tout, et que l'important est de remplir la tâche qui nous incombe, sans nous comparer à celle des autres. Le problème est que beaucoup cherchent à briller dans des rôles qui ne sont pas les leurs, forçant une vie qui ne correspond pas à leurs valeurs, juste pour satisfaire des attentes extérieures. Ils perdent ainsi leur authenticité, se transformant en personnages vides, qui vivent pour plaire au public et non pour honorer leur propre nature. Vivre le rôle que tu as choisi avec intégrité signifie accepter qui tu es, comprendre où tu en es, et accomplir ta fonction avec le plus grand excellence possible, sans avoir besoin d'imiter qui que ce soit. Sénèque avertissait que le pire qu'une personne puisse faire est de gaspiller son temps à poursuivre des chemins qui ne lui appartiennent pas. Et il avait raison, car lorsque tu te dévies du rôle que tu as réellement choisi pour toi, tu entres dans une bataille constante contre l'insatisfaction. Rien de ce que tu accomplis ne te comblera, car ce n'est pas le fruit de ton essence, mais de ton désir de plaire. L'intégrité, en revanche, te protège de ce vide. Lorsque tu vis avec intégrité, chaque décision reflète tes valeurs, chaque action confirme qui tu es, et il n'y a pas de contradiction entre ta voix et tes actes. Cela crée du respect, d'abord envers toi-même, puis envers les autres. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux décider comment agir dans le rôle que la vie te donne. Si tu es père, fais-le avec fermeté et exemple. Si tu es travailleur, fais-le avec discipline et honneur. Si tu choisis d'être un leader, dirige avec justice et courage. Peu importe le rôle, ce qui le rend précieux, c'est l'intégrité avec laquelle tu l'exerces. La vie n'a pas besoin que nous soyons tous des empereurs ou des philosophes. Elle a besoin que chacun fasse sa part sans se trahir lui-même. Le manque d'intégrité est comme une fissure dans un récipient d'eau. Peu importe combien tu le remplis, il perdra toujours son contenu. De la même manière, quelqu'un qui prétend à un rôle qui ne lui correspond pas finira épuisé, vide, sans force intérieure. C'est pourquoi l'essentiel n'est pas d'occuper la place que les autres attendent, mais la place que tu choisis, et de la défendre avec cohérence. Cela te donne une stabilité que personne ne peut te prendre. Vivre le rôle que tu as choisi avec intégrité, c'est vivre avec dignité. Cela signifie que ta parole a de la valeur parce qu'elle est soutenue par tes actes. Cela signifie que tu n'as pas besoin de masque ni de discours élaborés, car ta vie parle pour toi. Et lorsque quelqu'un voit une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, il comprend que tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Cette confiance ne s'achète pas, elle se gagne avec une intégrité quotidienne. Alors, choisis ton rôle et représente-le avec force. Ne sois pas un acteur perdu qui change de vidéo à chaque fois que le public change.
Sois quelqu'un dont la vie entière est la scène où l'intégrité devient la meilleure œuvre jamais représentée. 3. Maîtrise ton esprit avant qu'il ne te maîtrise. Un cheval emballé peut entraîner son cavalier jusqu'à le broyer contre les rochers. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque tu ne le contrôles pas. Une pensée mal dirigée, une émotion incontrôlée, une idée répétée sans questionnement, deviennent cette bête qui te traîne sans pitié vers le chaos. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être entraîné comme on entraîne un cheval sauvage, avec fermeté, patience et discipline, car si tu ne parviens pas à le maîtriser, il finira par gouverner chaque aspect de ta vie. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Il ne parlait pas de manière poétique, il parlait d'une vérité brutale. Si ton esprit est un champ plein de mauvaises herbes, ta vie reflètera la confusion et le désordre. Si ton esprit est cultivé avec discipline, ta vie sera remplie de clarté et de but. La bataille la plus difficile n'est pas à l'extérieur, elle est dans ce flux constant d'idées, de jugements et d'émotions qui courent en toi. Et la plupart des gens perdent cette bataille parce qu'ils ne prennent jamais le temps d'entraîner leur esprit. Ils se contentent de réagir à tout ce qu'ils pensent, comme si chaque pensée était une vérité. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur elles. L'esprit sans contrôle invente des monstres à chaque coin de rue, fabrique des peurs là où il n'y a pas de danger et multiplie la douleur en se remémorant encore et encore ce qui est déjà passé. Cette répétition mentale est une torture qui te piège dans un cercle de souffrance. La maîtrise de l'esprit consiste à apprendre à arrêter ce cycle, à reconnaître qu'une pensée n'est pas un ordre. C'est juste une étincelle que tu décides d'alimenter ou de laisser mourir. Sénèque enseignait que celui qui se tourmente pour ce qui n'est pas encore arrivé souffre plus qu'il ne le faut. Et combien il avait raison. L'esprit incontrôlé anticipe les problèmes, construit des scénarios d'échecs, nourrit l'anxiété et affaiblit ta volonté avant même que la vie ne t'ait mise à l'épreuve. L'entraînement stoïcien te rappelle que le futur n'existe pas au-delà de ton imagination et que le seul terrain où tu peux agir avec force est le présent. Si tu parviens à centrer ton esprit ici et maintenant, tu cesses d'être entraîné par des illusions qui ne se produisent jamais. Maîtriser ton esprit ne signifie pas ne pas ressentir ou ne pas penser. Cela signifie choisir quelles pensées méritent ton attention et lesquelles tu dois laisser partir. C'est comme être à une porte en surveillant qui entre et qui ne le fait pas. Si tu laisses entrer n'importe qui, ta maison sera pleine de voleurs et de parasites. Si tu surveilles fermement, seules resteront ces pensées qui construisent, qui renforcent, qui te font avancer. C'est ton pouvoir. Décider ce que tu permets de rester dans ton esprit. N'oublie pas que celui qui ne maîtrise pas son esprit finit par en être l'esclave. Esclave de la colère qui le fait réagir avec violence, esclave de la tristesse qui le paralyse, esclave de la peur qui l'enchaîne. Mais celui qui apprend à entraîner son esprit atteint une liberté que personne ne peut lui enlever. Car même si le monde est un chaos, son intérieur reste ferme, comme un capitaine qui maintient le cap même au milieu de la tempête. Maîtrise ton esprit avant qu'il ne te maîtrise. Fais de tes pensées tes soldats et non tes bourreaux. Fais-en ton allié, car sinon, elle deviendra ta geôlière. C'est là la véritable bataille stoïcienne, gagner la guerre en toi pour qu'aucune force extérieure ne puisse te vaincre. 4. Reconnais les ressources que tu as déjà en toi. L'assoiffé qui marche dans le désert peut passer des jours à chercher le salut à l'horizon, ignorant que juste sous ses pieds, à quelques mètres de profondeur, il y a de l'eau cachée. Cette image reflète ce qui se passe avec ceux qui vivent en attendant que la vie leur donne quelque chose de plus pour se sentir complets, alors qu'en réalité, la source de ce dont ils ont besoin est déjà en eux. L'erreur est de toujours regarder à l'extérieur, en croyant que la force viendra du matériel, de l'approbation ou de la chance, au lieu de comprendre que la véritable richesse a toujours été à l'intérieur. Marc Aurèle l'a bien dit,
Tout ce qui est nécessaire pour vivre avec vertu se trouve en toi. La justice, la sagesse, le courage, la tempérance ne sont pas des cadeaux du monde, ni des faveurs que d'autres accordent. Ce sont des capacités qui se réveillent avec une pratique constante. Chercher à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur est la cause de l'insatisfaction éternelle. Tu crois que tu seras fort quand tu auras plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de pouvoir. Mais même si tu l'obtiens, tu continueras à ressentir un vide, parce que l'extérieur ne garantit jamais la stabilité. Le véritable pilier de ta vie est à l'intérieur de toi, et tant que tu l'ignores, rien ne sera suffisant. Épictète enseignait que la véritable pauvreté n'est pas le manque de biens, mais la dépendance à ceux-ci pour se sentir en sécurité. Cette dépendance est une chaîne qui asservit, parce que chaque jour, tu vis dans la peur de perdre ce qui te soutient. En revanche, celui qui reconnaît ses ressources internes est libre, parce qu'il sait que même si tout s'effondre autour de lui, il aura toujours la capacité de penser clairement, de résister fermement et d'agir avec courage. Ce pouvoir ne peut être arraché car il appartient à ton essence. Sénèque avertissait que le plus grand malheur est de mépriser ce que tu possèdes déjà, tout en poursuivant ce qui n'est pas entre tes mains. Combien de fois les gens reportent leurs décisions en attendant l'outil parfait, le moment idéal, la circonstance exacte. La vie ne récompense pas ceux qui attendent, elle récompense ceux qui utilisent ce qu'ils ont. Le guerrier ne se définit pas par l'épée la plus brillante, mais par la capacité de se battre même avec la lame la plus usée. Il en va de même pour toi. Tes talents, ta discipline, ton caractère sont des armes endormies qui ne nécessitent que ta décision pour se réveiller. Reconnaître tes ressources internes ne signifie pas le conformisme. Au contraire, cela signifie commencer à agir à partir de ce qui est déjà présent, pour le renforcer jusqu'à le rendre inébranlable. C'est découvrir que la résilience, la clarté mentale et la discipline sont des trésors que tu portes avec toi, et que si tu apprends à les exploiter, aucune circonstance ne pourra te faire plier. L'or n'a pas besoin d'ornement pour avoir de la valeur. Il brille parce que son essence le définit. Il en va de même pour ton intérieur, qui n'a pas besoin d'ornements extérieurs pour être puissant. Regarde à l'intérieur de toi et prends ce que tu as déjà. Cela sera ton véritable avantage. Tu n'es pas un mendiant qui attend que la vie te donne. Tu es un combattant équipé dès le départ avec ce qui est nécessaire pour résister, grandir et avancer. Le jour où tu comprendras cela, tu arrêteras de marcher désespérément vers l'horizon et tu commenceras à creuser en toi, trouvant le puits d'eau qui a toujours été là. 5. Vise en préparation constante. Il y a des moments où tout semble être calme, le ciel dégagé, l'environnement tranquille, sans signe de menace. Mais seuls les naïfs croient que cela durera pour toujours. La vie est comme la mer. Elle peut être sereine pendant des heures, mais à tout moment les vagues se lèvent avec une force inattendue. Et quand cela arrive, ce n'est pas celui qui prie pour le calme qui survit, mais celui qui s'est entraîné en silence pendant que les autres dormaient. La préparation n'est pas pour impressionner, elle est pour résister quand tout se désordonne. Marc Aurèle le savait bien. Au milieu du luxe du palais et des décisions de l'Empire, il n'a jamais cessé de se préparer mentalement pour la perte, la trahison, la maladie, la mort. Non par pessimisme, mais par force. Celui qui s'entraîne tous les jours pour l'inévitable n'est pas vaincu par surprise. Son esprit a déjà parcouru les scénarios difficiles, il a déjà répété son attitude face à l'incertain. Cela lui donne un avantage invisible, la sérénité face au chaos. Épictète le disait sans détour. Il disait qu'il ne s'agit pas d'espérer que les choses se passent bien, mais de se renforcer pour agir correctement même si tout va mal. C'est la vraie préparation. Ne pas prétendre que le monde sera juste, mais entraîner l'âme à rester ferme même quand le monde ne l'est pas. Et cela se fait avec une discipline quotidienne, pas avec des discours. Chaque jour est une opportunité pour renforcer l'esprit, le caractère et l'esprit. Sénèque avertissait que celui qui ne se prépare pas à l'adversité est déjà vaincu sans le savoir.
Parce que lorsque les épreuves arrivent, lorsque tout se brise, celui qui n'a pas entraîné son intérieur réagit avec panique, avec désespoir, avec maladresse. Mais celui qui a vécu en préparation constante n'a pas besoin de courir, n'a pas besoin de crier, n'a pas besoin d'expliquer. Il agit. Il se déplace avec clarté parce que sa volonté ne dépend pas du calme extérieur, mais de la structure qu'il a construite à l'intérieur. Se préparer n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre avec responsabilité. Cela signifie comprendre que la stabilité n'est pas éternelle et que lorsque tout change, tu dois rester debout. Tu ne peux pas te permettre le luxe de faire confiance aveuglément à la bonne chance. Tu ne peux pas dépendre de l'environnement. Tu dois être la base solide. Et cela se fait en s'entraînant chaque jour, même s'il n'y a pas de danger visible, même s'il n'y a pas de menace immédiate. Parce que quand ils arriveront, tu n'auras pas le temps d'improviser. La préparation stoïcienne est silencieuse. Elle ne cherche pas d'applaudissements ni de validation. Elle n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit, elle a juste besoin d'être prête. Chaque habitude que tu construis, chaque pensée que tu questionnes, chaque impulsion que tu maîtrises, t'entraîne. Alors que les autres sont distraits par le bruit, tu deviens fort dans le silence. Cela te rend dangereux pour le chaos, parce qu'il ne peut pas te déplacer. Le jour où tu comprendras cela, tu arrêteras de vivre en espérant que les choses s'améliorent et tu commenceras à t'améliorer toi-même, jour après jour. Il ne s'agit pas d'éliminer la douleur, mais d'être prêt à l'affronter. Il ne s'agit pas d'éviter les pertes, mais d'être prêt à ne pas te perdre au milieu d'elles. C'est la préparation qui ne se voit pas, mais qui définit qui reste debout lorsque tous les autres tombent. Ne te prépare pas pour paraître fort. Prépare-toi pour l'être. Et quand la tempête arrivera, tu n'auras pas besoin de t'expliquer. Ton calme parlera pour toi. Ton action montrera que tu t'es entraîné en silence pendant des années, pendant que le monde dormait. Et ce sera ton véritable pouvoir. 6. Cultive la paix qui ne dépend pas du bruit extérieur. Une pièce peut être en silence complet, sans voix, sans mouvement, sans bruit. Mais si en toi règne le chaos, même si l'environnement est calme, tu vivras dans la tempête. Au contraire, tu peux être au milieu du tumulte, entouré de cris, d'exigences et de pression, et pourtant marcher sereinement, sans que rien ne t'agite de l'intérieur. C'est la différence entre chercher la paix à l'extérieur et la cultiver de l'intérieur. La première se brise avec le moindre imprévu. La seconde reste intacte, même au milieu du feu. Marc Aurèle a fait face à des trahisons, des guerres, des fléaux et des décisions qui pouvaient détruire des empires. Pourtant, il ne cherchait pas la paix dans le trône ou le contrôle. Il la cherchait en lui-même, chaque fois qu'il s'asseyait pour écrire, chaque fois qu'il se rappelait que ce n'est pas l'extérieur qui le perturbe, mais l'interprétation qu'il en fait. Il a compris que le bruit n'est pas le véritable ennemi. L'ennemi est le désordre mental qui fait écho en nous. Épictète, qui a vécu en esclave, a également compris qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une vie tranquille pour avoir la paix. Ce qu'il faut, c'est un esprit discipliné. Il affirmait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais seulement comment nous le recevons. Et lorsque cette leçon est intégrée, les voix des autres perdent leur pouvoir, les critiques ne blessent pas, les changements ne détruisent pas. Parce que tu ne dépends plus du bruit extérieur pour maintenir ton équilibre. Sénèque allait plus loin. Il disait que celui qui a besoin du silence pour être en paix est condamné à être l'esclave des circonstances. Parce que la vraie vie n'est pas un monastère. C'est une rue pleine de klaxons, d'imprévus, de disputes, de pertes et de surprises. Si ta paix se brise avec cela, alors ce n'était jamais la paix, c'était une trêve temporaire. La vraie paix est celle qui ne se négocie pas avec l'extérieur. C'est celle qui se construit avec conviction, avec connaissance de soi, avec maîtrise. Cultiver cette paix implique de confronter ton propre désordre. Cela implique de regarder en toi et de reconnaître que souvent le bruit ne vient pas de l'extérieur, mais de tes peurs, de tes pensées incontrôlées, de ton besoin de validation.
Tu ne peux pas demander au monde de se taire si c'est toi qui cries de l'intérieur. Cette tranquillité que tu admires chez les autres n'est pas un cadeau qui leur a été donné, c'est le résultat d'avoir lutté contre eux-mêmes jusqu'à trouver de l'ordre là où il n'y avait auparavant que confusion. La paix stoïcienne n'est pas l'isolement, c'est la présence. C'est pouvoir être entouré de chaos sans devenir une partie de celui-ci. C'est ne pas se laisser emporter par le ton élevé de quelqu'un, par l'urgence de l'environnement, par la tension du moment. C'est répondre sans hâte, agir sans bruit, décider sans désespoir. C'est le genre de paix qui impressionne, qui intimide sans élever la voix, qui transmet la fermeté sans avoir besoin d'explication. Et le meilleur, c'est qu'elle ne dépend de rien en dehors de toi. Tu peux la pratiquer dès aujourd'hui, en respirant avant de réagir, en écoutant sans interrompre, en choisissant tes batailles, en t'éloignant du conflit inutile. Chaque fois que tu décides de rester serein face à une provocation, tu entraînes cette paix. Chaque fois que tu privilégies ton centre sur la réaction automatique, tu construis un mur invisible qui te protège du bruit. Le monde continuera à être bruyant, il continuera à te mettre à l'épreuve, mais si tu cultives la paix qui naît en toi, rien ne pourra la briser. Parce que ce n'est pas un cadeau, c'est une décision. Ce n'est pas une condition, c'est une pratique. Et quand tu arrives à la maintenir, même dans les jours les plus sombres, tu découvres que tu n'as pas besoin que le monde soit silencieux pour te sentir bien. Parce que le vrai silence est celui que tu atteins en toi, quand tu décides que le bruit ne commande plus. 7. Souviens-toi toujours que tu as le choix. Chaque seconde qui passe est une bifurcation. Peu importe à quel point le chemin semble sombre, il y a toujours plus d'une direction, même si cela ne semble pas être le cas. Le problème n'est pas le manque d'options, c'est d'avoir perdu l'habitude de choisir consciemment. Nous vivons comme si nous étions condamnés à réagir, comme si la colère était inévitable, comme si la douleur devait toujours se transformer en rancœur, comme si les paroles des autres définissaient notre journée. Mais ce n'est pas le cas. Le stoïcisme te le jette comme une vérité dure. Tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles ce que tu en fais. Et cela te donne du pouvoir. Marc Aurèle le disait avec précision, tu peux perdre la santé, la réputation, même tes proches. Mais tant que tu peux décider de ta réponse, tant que tu conserves la direction de ton esprit, tu restes libre. Ce qui te rend fort n'est pas d'éviter la douleur, c'est de ne pas permettre à cette douleur de te transformer en quelqu'un que tu ne veux pas être. Au milieu du chaos, tu peux encore être juste. Au milieu de l'offense, tu peux encore être serein. Le monde te mettra à l'épreuve chaque jour. On te provoquera, on te poussera, on essaiera de te contaminer avec leur bruit. Et c'est là que beaucoup tombent, parce qu'ils croient qu'ils ne peuvent réagir que d'une certaine manière. Mais Épictète enseignait que personne ne peut te forcer à perdre ton calme si tu ne rends pas ce calme en premier. Tu n'es pas une marionnette des circonstances, à moins que tu ne te transformes en une. La liberté est dans cet espace entre ce qui se passe et ce que tu décides de faire. Celui qui l'oublie devient l'esclave de son impulsion. Celui qui le pratique devient invincible. Sénèque l'expliquait sans fioriture. Il disait que même l'esclave le plus battu a encore du pouvoir s'il conserve son jugement. Parce que personne ne peut te retirer la capacité de penser, de décider, d'agir avec vertu. Celui qui se souvient de cela ne rampe pas sur le sol, même s'il est blessé. Il choisit de marcher avec dignité. Parce qu'il ne s'agit pas de nier la souffrance, il s'agit de ne pas laisser cette souffrance détruire ton caractère. Tu as plus d'options que tu ne le penses. Tu peux te taire quand tout en toi veut crier. Tu peux avancer quand tout semble te pousser à reculer. Tu peux réfléchir avant de lâcher du venin. Tu peux lâcher avant d'accumuler plus de charges. Et chacune de ces décisions, même si elles semblent petites, construit le type de personne en qui tu te transformes. La plupart des gens vivent comme s'ils ne pouvaient pas choisir, comme si l'émotion était un ordre à obéir, comme si le passé devait se répéter, comme si leur histoire était déjà écrite. Mais celui qui se réveille se rend compte de quelque chose de différent.
Chaque moment est un point de basculement. Chaque jour est une possibilité d'agir différemment, de penser clairement, de bouger à partir de la conscience et non de la réaction. Quand la douleur arrive, souviens-toi que tu peux y faire face avec courage. Quand quelqu'un te provoque, souviens-toi que tu peux répondre avec sang-froid. Quand quelque chose échoue, souviens-toi que tu peux reconstruire au lieu de te rendre. Tu as cette option. Tu l'as toujours eue. Seulement maintenant, il est temps de l'utiliser. Et cela ne te rend pas faible, cela te rend maître de toi. 8. Vise avec la vertu comme ta boussole. Le monde s'est rempli de fausses cartes, promesses de chemins rapides, de raccourcis confortables, de formules de succès sans effort. Beaucoup marchent en suivant ces routes, espérant arriver à une destination qu'ils ne comprennent même pas. Mais tôt ou tard, ils se perdent, car le problème n'est pas dans le trajet, mais dans la boussole avec laquelle ils décident de marcher. Et si cette boussole pointe vers l'ego, l'apparence ou le bénéfice immédiat, peu importe combien tu avances, tu seras toujours dévié. Le stoïcisme te propose une approche différente. Marche avec la vertu. Fais de la justice, de la sagesse, du courage et de la tempérance tes coordonnées. Non pas pour être parfait, mais pour ne pas te perdre dans le superficiel. Marc Aurèle n'avait pas besoin que quelqu'un lui dise ce qui était correct. Dans chacune de ses décisions, il revenait à l'essentiel. Agir avec vertu. Même s'il avait un pouvoir absolu, il comprenait que ce pouvoir n'avait de valeur que s'il était guidé par la droiture. Gouverner sans justice est tyrannie. Parler sans sagesse est bruit. Décider sans tempérance est destruction. Et vivre sans courage est se rendre d'avance. C'est pourquoi peu importe le scénario, sa question était toujours la même. Est-ce en accord avec ma nature vertueuse ou suis-je en train de trahir ce que je suis ? Sénèque enseignait que l'âme se corrompt lorsqu'elle se déconnecte de la vertu. Tu peux avoir de la richesse, de la célébrité, de la force, mais si tes actes ne sont pas soutenus par l'intégrité, tout cela s'effondre. L'extérieur peut impressionner, mais il ne donne pas de direction. C'est comme naviguer avec un ciel nuageux et sans étoiles. Tu bouges, mais tu ne sais pas vers où. La vertu, en revanche, est le nord qui ne change pas. Même dans l'obscurité, elle reste là. Elle te ramène au centre lorsque tu t'es égaré. Épictète ne le disait pas doucement. Il affirmait que l'homme vertueux est le seul véritablement libre, parce qu'il ne vit pas soumis à la peur, ni au désir excessif, ni au jugement des autres. Sa vie ne dépend pas des conditions, mais de la fermeté de son caractère. La vertu ne s'adapte pas à l'environnement, elle reste même quand personne ne la regarde. C'est pourquoi elle est si puissante, parce qu'elle ne se négocie pas, elle ne s'achète pas, elle ne se vend pas, elle se choisit. Vivre avec vertu ne signifie pas vivre avec rigidité, mais avec direction. C'est savoir dire non, même si cela te coûte. C'est rester ferme, même si tu es seul. C'est agir avec justice, même quand personne ne te récompense pour cela. La vertu ne cherche pas les applaudissements, elle cherche la cohérence. Et dans un monde où tout le monde court après la facilité, celui qui agit avec des principes se démarque sans avoir besoin de crier. Pose-toi cette question chaque jour. Ce que je fais reflète-t-il le genre de personne que je veux être? Ce que je pense, ce que je dis, ce que je permets, est-ce en accord avec le type de vie que je veux construire? C'est la façon pratique de vivre avec la vertu. Ce n'est pas une philosophie abstraite, c'est une pratique constante, une boussole intérieure qui te rappelle ta direction, même quand tout autour de toi est confus. Quand tu fais de la vertu ton guide, tu deviens solide. L'échec ne te brise pas, la critique ne te désoriente pas, le succès ne te corrompt pas. Parce que tu ne marches pas vers l'approbation des autres, tu marches vers une version de toi qui mérite le respect. C'est l'objectif qui en vaut la peine, pas les applaudissements, pas le confort, pas le résultat immédiat. Mais pouvoir te regarder dans le miroir sans détour ni excuse, sachant que chaque pas a été fait avec conviction. Ne suis pas des cartes étrangères, ne poursuis pas des objectifs sans boussole, décide aujourd'hui de vivre avec vertu. Et même si le chemin est plus difficile, ce sera le seul qui vaudra vraiment la peine. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'arriver,
il s'agit de qui tu deviens en chemin. Et si tu marches avec la vertu, ce que tu es, miroir brisé. C'est ainsi que tu vis lorsque tu n'as pas le contrôle de ta vie. Tu regardes les morceaux dispersés et chaque reflet te renvoie une version différente de toi-même. L'un dominé par la colère, l'autre esclave de l'opinion d'autrui, un autre piégé par ce qu'il ne peut pas lâcher. Et là, au milieu de ces fragments, tu te rends compte que la seule chose que tu ne vois pas clairement, c'est toi-même. Reprendre le contrôle ne consiste pas à collectionner de jolies phrases ni à feindre le calme. Il s'agit d'arracher avec tes mains les chaînes invisibles qui te lient à la réaction automatique, à la peur déguisée en prudence, à l'habitude de porter ceux qui ne veulent pas se sauver. Le stoïcisme n'est pas un ornement intellectuel, c'est un entraînement brutal et quotidien. Et celui qui ne le comprend pas restera un reflet brisé, attendant que quelqu'un d'autre le reconstruise. Ce que nous allons parcourir ici ne sont pas des théories abstraites, mais des armes pratiques que tu peux utiliser dans ta vie quotidienne. Parce que la véritable force ne se démontre pas en accumulant des objets, en criant plus fort ou en réagissant à tout ce qui te provoque. La véritable force réside dans le silence stratégique, dans la discipline mentale, dans le fait de savoir lâcher ce qui n'ajoute rien et de protéger avec ongles et dents ta paix intérieure. Je ne vais pas adoucir le chemin. Cela exige de la discipline, du courage, et que tu te confrontes une fois pour toutes à ce que tu es et à ce que tu as permis d'être. Chaque leçon que tu entendras est un coup direct à l'ego, un rappel que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais dans ta façon de répondre au chaos. Reste jusqu'à la fin. Parce que si tu réussis à traverser ce parcours, tu ressortiras avec plus que des mots. Tu ressortiras avec des raisons stoïciennes pour arrêter de vivre comme une victime et commencer à marcher avec la clarté de celui qui sait que le contrôle ne se demande pas, il se prend. 1. Entraîne ton esprit chaque matin avant de faire face au monde. L'esprit est comme un champ de bataille à l'aube. À peine ouvres-tu les yeux, des armées de pensées, d'inquiétudes et de voix extérieures tentent d'envahir ton territoire. Si tu ne te prépares pas, si tu n'entraînes pas ton esprit avant de sortir, tu finis par rendre les armes sans combattre. Celui qui commence la journée sans direction devient un soldat sans bouclier, facile à emporter par la première émotion, par la première provocation, par le premier problème qui se présente sur son chemin. Le stoïcisme enseigne que la force n'apparaît pas au milieu du chaos, mais qu'elle se cultive à l'avance. Si tu veux résister aux tempêtes de la vie, tu ne peux pas attendre que la première goutte tombe pour construire ton abri. Chaque matin est une occasion de renforcer les murs internes qui te protègent. Et il ne s'agit pas de rituels compliqués, il s'agit de discipline et d'intention. Quand tu entraînes ton esprit au début de la journée, tu établis immédiatement qui commande, toi ou le désordre de la vie. Consacrer quelques minutes au silence, à la réflexion ou à l'écriture n'est pas une perte de temps. C'est un investissement en clarté, parce que lorsque l'esprit est entraîné, tu ne réagis pas comme un animal acculé, tu agis comme un stratège qui a déjà prévu la bataille. Pense à la différence entre quelqu'un qui se réveille et allume immédiatement son téléphone, laissant le monde le bombarder de notifications, de nouvelles et de comparaisons, par rapport à celui qui prend un moment pour organiser son esprit. Le premier donne sa paix avant le petit déjeuner, le second devient le maître de sa propre journée. Entraîner l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu ne veux pas vivre comme un esclave des circonstances. Les stoïciens répétaient une pratique simple, au réveil, anticiper les obstacles de la journée. Imagine ce qui peut mal tourner, ce qui peut t'irriter, ce qui peut te tenter de réagir avec faiblesse. En faisant cela, tu ne cherches pas le pessimisme, tu cherches la force. Lorsque l'adversité apparaît, elle ne te surprend plus, parce que ton esprit l'attendait et ton esprit est prêt à y résister. Cet entraînement exige aussi de l'honnêteté. Demande-toi chaque matin, quelles émotions essaie-je de maîtriser aujourd'hui? Quelles pensées dois-je surveiller? Quelles petites actions me rapprochent du contrôle et lesquelles m'éloignent? Ne te trompe pas avec des réponses vagues, sois brutalement clair avec toi-même, car personne d'autre ne peut faire ce travail pour toi.
La discipline mentale ne consiste pas à méditer comme un moine isolé du monde. Elle consiste à aiguiser ton caractère pour supporter le bruit, la pression et les épreuves de la journée. Entraîner l'esprit est comme renforcer un muscle. Chaque répétition, chaque pratique constante génère une résistance qui devient ensuite naturelle. Un jour, tu découvres que ce qui t'entraînait auparavant n'a plus de pouvoir sur toi, parce que ton esprit a appris à rester ferme. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, ne le cherche pas dans de grandes victoires extérieures. Commence à l'aube, lorsque personne ne te regarde, lorsque la première bataille est contre ta propre distraction et ta propre faiblesse. Si tu maîtrises cette bataille, tu seras prêt pour toutes les autres. L'esprit non entraîné est un ennemi interne. L'esprit entraîné est ton meilleur allié. C'est pourquoi chaque matin, décide. Veux-tu sortir dans le monde désarmé ou préfères-tu porter le bouclier invisible de la discipline stoïcienne? Celui qui choisit d'entraîner son esprit dès le début de la journée ne fait pas seulement face au chaos, il le transcende en le comprenant. 2. Déclare par écrit qui tu décides d'être. Un architecte ne construit pas un bâtiment sans plan. Un navigateur ne prend pas la mer sans carte. Un guerrier n'entre pas en combat sans stratégie. Pourtant, la plupart des gens se réveillent chaque jour sans se déclarer qui ils sont ni quel chemin ils tracent. Ils dérivent, répondant à ce que l'environnement exige, se laissant emporter par des opinions, des émotions et des circonstances qu'ils n'ont jamais choisies. Si tu ne décides pas pour toi-même, quelqu'un d'autre décidera pour toi, et c'est la façon la plus subtile de perdre le contrôle de ta vie. Écrire qui tu décides d'être est comme forger un contrat avec ton esprit. Ce n'est pas une simple phrase motivante qui s'efface à la fin de la journée, c'est un acte d'engagement. Lorsque tu déclares sur papier ton identité choisie, tu donnes à ton esprit une direction claire et à ta volonté un guide qui évite de se disperser au milieu du bruit. Le stoïcisme enseigne que la vie ne se construit pas sur des désirs vagues, mais sur des actions guidées par des principes fermes. Et ces principes doivent être définis avec des mots qui ont un tranchant. Il ne suffit pas de dire « je veux être une meilleure personne », cela n'a pas de force. Écris avec précision « aujourd'hui, je décide d'être discipliné ». Aujourd'hui, je décide d'agir avec calme face à la provocation. Aujourd'hui, je décide de prioriser ma paix sur l'opinion des autres. Le déclarer te donne un point de départ qui soutient tes décisions pendant la journée. Imagine quelqu'un qui ne se définit jamais lui-même, qui ne sait pas quelle valeur le guide ni ce qu'il veut incarner. Il vit comme un acteur secondaire dans sa propre histoire, répétant des rôles que d'autres lui assignent. Maintenant, pense à celui qui écrit chaque matin une déclaration brève de qui il décide d'être. Il ne s'agit pas de remplir des pages interminables ni d'orner le papier de phrases grandiloquentes. Il s'agit d'une pratique brève mais puissante. Une ou deux phrases écrites à la main qui deviennent à la fois une encre et une épée. Encre parce qu'elle te soutient lorsque la journée essaie de t'entraîner, épée parce qu'elle coupe immédiatement toute tentation de trahir ce que tu as décidé d'être. Certains pensent que l'écriture est inutile, qu'il suffit de le penser. Mais l'esprit est traître, il se laisse facilement séduire par le chaos et la distraction. Ce qui est écrit ne se négocie pas aussi facilement, il reste devant toi comme témoin. À la fin de la journée, tu peux regarder ces mots et te demander si tu les as honorés ou trahis. Cet acte révèle aussi quelque chose de profond. Être qui tu décides d'être est une décision quotidienne, pas une déclaration éternelle. Ce n'est pas dire « je suis déjà fort » et s'en contenter, c'est décider aujourd'hui d'être fort et de le répéter demain. Le caractère se construit à travers la répétition constante, la cohérence entre ce que tu écris et ce que tu fais. Chaque jour où tu déclares par écrit ton identité choisie, tu sculptes ton caractère comme un sculpteur qui ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il révèle la figure complète. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, arrête de vivre avec des identités empruntées et commence à déclarer la tienne avec clarté. Peu importe si tu as échoué hier, peu importe si tu doutes demain,
Ce qui compte, c'est que tu écrives aujourd'hui qui tu décides d'être et que tu le défendes avec tes actions. Le papier ne ment pas, et quand tu l'utilises comme outil stoïcien, il devient un miroir impitoyable qui te montre si tu vis vraiment comme la personne que tu as dit être. Au final, la question est simple. Vas-tu laisser la journée décider qui tu es, ou vas-tu le décider toi-même avant que le soleil ne se lève à l'aube? 3. Respire et reviens au présent chaque fois que ton esprit s'échappe. L'esprit ressemble à un chien agité qui, dès que tu lâches la laisse, court sans but dans des rues inconnues, poursuivant des ombres, des bruits et des fantômes. Si tu n'apprends pas à tenir cette laisse, ta journée entière devient une poursuite épuisante, toujours derrière des pensées que tu ne peux pas atteindre. C'est la réalité d'un esprit incontrôlé. Il vit entre des souvenirs qui n'existent plus et des préoccupations qui ne se sont pas encore produites, mais jamais dans le présent, qui est le seul terrain où tu peux agir avec clarté. Le présent est la seule réalité, mais l'esprit, capricieux et sauvage, s'obstine à le fuir. Il te traîne vers ce que tu as mal fait, vers ce que tu n'as pas dit, vers ce que tu crains de perdre demain. Et chaque fuite a un coût. Tu perds de l'énergie, tu perds la paix, tu perds l'opportunité de décider avec sagesse. C'est pourquoi les stoïciens enseignaient que l'attention est la ressource la plus précieuse que nous avons. Maîtriser l'attention, c'est maîtriser la vie. Et l'outil le plus simple et puissant pour la ramener est la respiration. Respirer consciemment, c'est comme jeter une ancre au milieu d'une mer agitée. Une respiration profonde, une expiration lente, et tout à coup, tout s'arrête. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu es revenu à ton centre. La respiration n'est pas un acte mécanique, c'est un rappel que tu es vivant, que cet instant est à toi, et qu'aucun souvenir ni peur ne peut t'arracher à ce qui est maintenant devant toi, à moins que tu ne le permettes. Les stoïciens parlaient d'entraîner l'esprit comme un guerrier entraîne ses réflexes. Tu ne peux pas attendre la bataille pour apprendre à manier l'épée, tu dois t'entraîner tous les jours. De la même manière, tu ne peux pas attendre le chaos pour apprendre à rester présent. Tu dois entraîner ton esprit à revenir encore et encore au présent, jusqu'à ce que cela devienne une habitude aussi naturelle que respirer. Pense-y. Combien de fois par jour ton esprit s'échappe-t-il sans permission? Une conversation te rappelle une blessure du passé, un silence déclenche une peur de l'avenir, un commentaire d'autrui allume 1000 scénarios qui n'existent pas. Et à chaque évasion, tu perds le pouvoir de décider comment agir. La respiration consciente coupe cette chaîne. Dès que tu remarques que ton esprit court, tu t'arrêtes, tu inspires, tu expires, et avec ce geste tu affirmes « Je suis ici, c'est mon moment, c'est ici que je décide ». Il ne s'agit pas de se retirer du monde ou de vivre en isolement. Il s'agit de reprendre les rênes au milieu du bruit, au travail, à la maison, partout où la vie essaie de t'entraîner. Un instant de respiration consciente peut éviter une réaction impulsive, un commentaire destructeur, une décision prise par peur, et bien que cela semble petit, cet instant définit le cours de ta journée. Le contrôle ne réside pas dans la suppression des pensées ou dans la prétention de ne pas ressentir. Le contrôle réside dans le fait de ne pas laisser ses pensées et ses émotions décider pour toi. La respiration devient ton pont de retour au présent, le seul endroit où tu as un véritable pouvoir. Un esprit qui apprend à revenir au présent n'est pas un esprit vide, c'est un esprit armé. Celui qui maîtrise sa respiration devient maître de lui-même. Et celui qui est maître de lui-même, peu importe où il se trouve ou ce qu'il affronte, sera toujours libre. Chaque fois que ton esprit s'échappe, souviens-toi, il suffit d'une respiration pour revenir à ta force inébranlable. 4. Garde un silence stratégique plutôt que de réagir impulsivement. Une étincelle dans la forêt peut sembler inoffensive, mais si tu y ajoutes des branches et du vent, elle se transforme en un incendie capable de tout dévorer. C'est ainsi que fonctionnent tes réactions impulsives. Un mot mal dit, un geste chargé de colère ou une réponse que tu n'as pas pensée peut ruiner une relation, une opportunité ou même la paix que tu as tant coûté à construire.
Le silence, en revanche, est comme l'eau qui éteint l'étincelle avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Garder un silence stratégique n'est pas se taire par peur, ni non plus résignation. C'est choisir avec froideur ce qui mérite une réponse et ce qui ne le mérite pas. C'est comprendre que toute provocation n'est pas digne de ta voix. Les gens ont tendance à confondre le silence avec la faiblesse, mais en réalité c'est le contraire. Il faut plus de force pour contenir sa langue que pour la laisser aller sans mesure. Le silence est puissant quand tu l'utilises avec intention, pas comme une fuite. Le stoïcisme enseigne que celui qui réagit à tout vit comme un esclave des autres. Si chaque commentaire, critique ou provocation te fait réagir, alors tu n'as pas le contrôle. Ta vie appartient à celui qui appuie sur tes boutons. Mais quand tu choisis de te taire, quand tu respires et décides de ne pas répondre immédiatement, tu montres que tu es maître de toi. Le silence te transforme en stratège de la bataille, tandis que les autres restent des soldats désordonnés, tirant sans réfléchir. Pense à un guerrier en pleine guerre. Il ne gaspille pas ses flèches à chaque bruit, il attend le moment exact pour lâcher son arc. C'est ainsi que tu devrais utiliser tes mots. Parler seulement quand c'est nécessaire, quand ta voix a du poids, quand ta réponse est plus forte que n'importe quelle impulsion. Celui qui crie au milieu du chaos a tendance à perdre de l'autorité, mais celui qui garde le silence au bon moment inspire le respect, voire intimide, car il transmet une maîtrise que les autres ne comprennent pas. L'impulsion cherche toujours une gratification immédiate, mais elle ne donne presque jamais de bons résultats. Dire la première chose que tu ressens te donne un soulagement momentané, mais te vole la tranquillité par la suite. Le silence stratégique brise ce cycle. C'est l'espace où tu réfléchis, où tu observes l'autre et comprends que souvent il ne mérite pas un mot. Parce que le silence communique aussi, et ce que tu ne dis pas peut peser plus que n'importe quel argument. Garder le silence ne signifie pas accumuler du ressentiment. Cela signifie ne pas réagir comme un animal acculé et à la place, agir comme un penseur qui mesure ses pas. C'est un rappel que tu n'es pas obligé de répondre à tout ce que tu entends. Ton temps, ton énergie et ta paix sont trop précieux pour être gaspillés dans des disputes vaines. Pratiquer le silence stratégique, c'est établir des limites invisibles. C'est dire avec ton calme, jusqu'ici. Parce que le silence est aussi un mur qui protège ton territoire émotionnel, tandis que d'autres attendent ta réaction pour te manipuler ou t'utiliser dans leur jeu. Ta décision de te taire leur montre qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, respire, observe et choisis de te taire. Regarde comment l'autre s'agite en ne recevant pas ce qu'il attendait. Cet instant est ta victoire. Parce que ce que tu ne dis pas ne protège pas seulement ta paix, cela révèle aussi ta force. Le silence, lorsqu'il est né de la stratégie, n'est pas vide. C'est la voix de celui qui se respecte assez pour ne pas se gaspiller dans des batailles inutiles. Et à la fin, celui qui sait se taire avec intention finit toujours par en dire plus que les autres. 5. Choisis avec précision qui entre dans ta vie. Ta vie est comme une forteresse. Chaque porte que tu ouvres et chaque personne que tu laisses entrer influence la qualité de ta paix, la force de tes pensées et la direction de ton chemin. Si tu permets à n'importe qui de franchir tes murailles, tu découvriras bientôt que ton refuge devient un champ de bruit, de conflits et de distractions. Choisir qui entre dans ta vie n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de survie. Les relations que tu entretiens sont comme des graines. Certaines te nourrissent, fleurissent et donnent de l'ombre pendant les jours les plus chauds. D'autres, en revanche, sont des mauvaises herbes qui consomment tes ressources et étouffent ta croissance. Le problème est que beaucoup de gens permettent à ces mauvaises herbes de se propager parce qu'ils confondent la compagnie avec la valeur, parce qu'ils ont peur d'être seuls ou parce qu'ils ne veulent pas sembler égoïstes en posant des limites. Mais le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans le soin de ton terrain intérieur, même si cela implique de fermer fermement des portes. Toutes les personnes ne méritent pas ton temps, ta confiance ou ton énergie. Il y en a qui entrent juste pour user, pour semer le doute, pour te distraire de l'essentiel. Et si tu n'es pas conscient,
tu finiras par porter des batailles qui n'ont jamais été les tiennes. Choisir avec précision qui entre dans ta vie signifie comprendre que ta paix n'est pas à vendre et que ton cercle définit la qualité de ta pensée. Imagine un général qui sélectionne son armée. Il ne recrute pas n'importe qui dans la rue. Il choisit soigneusement ceux qui ont de la discipline, de la loyauté et une capacité de résistance. Tu devrais appliquer le même critère à ton cercle proche. Celui qui entre dans ta vie influence ta vision du monde, ta façon de parler, tes décisions quotidiennes. Entoure-toi de ceux qui te poussent vers la clarté, pas de ceux qui t'entraînent dans le bruit. Le stoïcisme insiste sur le fait que nous devons évaluer le caractère des gens, pas les apparences ni les belles paroles. Observe comment quelqu'un agit quand il n'obtient pas ce qu'il veut, observe comment il réagit face à l'adversité, comment il traite ceux qui ne peuvent rien lui donner en retour. Ces signaux sont beaucoup plus précieux que n'importe quel discours. La précision dans le choix ne se base pas sur des émotions passagères, mais sur des faits qui révèlent le véritable caractère. Quelqu'un pourrait dire que fermer des portes est froid ou distant. Mais la vérité est que garder tout le monde prêt sans filtre est une forme d'abandon personnel. Cela signifie aussi être conscient que même ceux qui t'accompagnent peuvent arriver avec des leçons, certaines douloureuses, d'autres aimables. Tous ne sont pas destinés à rester, et tous ne devraient pas le faire. Certains arrivent pour te montrer ce que tu as besoin de guérir, d'autres pour te pousser à grandir, et certains simplement pour t'apprendre à lâcher prise. Accepter cette vérité est libérateur, car tu ne t'accroches plus par habitude, tu choisis avec intention. La prochaine fois que quelqu'un essaie d'entrer dans ta vie, demande-toi, cette personne ajoute-t-elle ou soustrait-elle? Apporte-t-elle la paix ou apporte-t-elle le chaos? M'encourage-t-elle ou me retient-elle? Tes réponses seront la clé de cette porte, parce que chaque fois que tu laisses entrer quelqu'un, tu invites une influence qui peut transformer ta vie en bien ou en mal. Et à la fin, la responsabilité de ce choix sera toujours la tienne. Choisis avec précision. Ta vie est ta forteresse, ton cercle est ton armée, et ta paix est ton plus grand trésor. Protège-les avec la même discipline qu'un stoïcien protège son esprit, parce que ce que tu laisses entrer détermine ce qui reste en toi. 6. Défends ton territoire émotionnel avec des limites fermes. Un royaume sans mur est une proie facile pour n'importe quel envahisseur. Peu importe combien d'or il contient, si n'importe qui peut entrer et le piller, tôt ou tard, il sera en ruine. C'est ainsi que fonctionne ta vie émotionnelle lorsque tu ne sais pas poser des limites. Tu permets aux autres de décharger sur toi leurs frustrations, leurs manipulations et leurs exigences. Et peu à peu, ta paix devient un terrain dévasté. Définir des limites fermes n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour survivre avec dignité dans un monde qui essaiera toujours de réclamer ton énergie. Le territoire émotionnel est sacré parce que c'est là que réside ton esprit, tes valeurs et ta capacité à maintenir la clarté. Lorsque tu le négliges, les opinions extérieures, les chantages émotionnels et les demandes constantes occupent l'espace qui devrait être réservé à ta croissance. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons contrôler ce que nous permettons de nous affecter. Et une grande partie de ce contrôle réside dans la capacité de dire non avec fermeté. Non aux abus déguisés en affection, non aux engagements qui épuisent, non aux personnes qui confondent ta bonté avec une disponibilité infinie. Chaque non que tu dis est un oui à ta paix, à ton énergie et à ta valeur personnelle. Beaucoup craignent de poser des limites parce qu'ils pensent qu'ils seront perçus comme égoïstes ou froids. Mais la vérité est que ne pas les poser est une forme de trahison envers toi-même. Si tu ne protèges pas ton territoire émotionnel, personne d'autre ne le fera. Et chaque fois que tu cèdes là où tu ne voulais pas, chaque fois que tu acceptes ce qui te dérange, tu enseignes au monde que ta vie est ouverte à être utilisée. Le respect ne se demande pas, il s'établit avec la clarté de tes limites. Imagine que quelqu'un entre chez toi et décide de déplacer tes meubles, d'ouvrir ton réfrigérateur et de prendre ce qu'il veut sans demander la permission. Le permettrais-tu?
Sûrement pas. Mais combien de fois laisses-tu les autres entrer dans ton monde intérieur et perturber ta paix sans aucun droit? Ton esprit et ton cœur sont ta maison la plus importante, et la défendre est un acte de responsabilité. Une limite ferme ne s'exprime pas toujours avec des mots durs, elle se communique souvent par des actions. Le silence qui ne répond pas aux provocations, la distance que tu prends d'une relation nuisible, le temps que tu réserves pour toi-même, même si d'autres l'appellent caprice. Ce sont des gestes qui disent clairement « c'est mon espace et je ne vais pas permettre que tu l'envahisses ». Les stoïciens parlaient de la tempérance comme vertu, et une partie de cette tempérance est de ne pas permettre aux autres de t'entraîner dans leur chaos. Lorsque tu as des limites fermes, tu choisis où et comment utiliser ton énergie. Tu deviens sélectif avec tes batailles, prudent avec tes mots et protecteur de ton centre. Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision, ni d'expliquer pourquoi tu choisis ta paix. Une véritable limite ne se négocie pas, elle se respecte. Défendre ton territoire émotionnel, c'est comprendre que ton bien-être est le terrain sur lequel tout le reste est construit. Si ce terrain est envahi, rien ne fleurit. Mais si tu le protèges, ton esprit se renforce, tes émotions se stabilisent et tes décisions deviennent plus claires. Pose des limites, même si ta voix tremble, même si d'autres sont mal à l'aise. Parce qu'à la fin, celui qui ne défend pas son territoire émotionnel finit par vivre selon les règles des autres. Et personne qui cherche à reprendre le contrôle de sa vie ne peut se le permettre. 7. Brisez immédiatement les habitudes et les pensées qui vous sabotent. Un bateau peut être imposant, avec des voiles solides et du bois résistant, mais il suffit d'une petite fuite dans la coque pour le couler lentement sans que le capitaine ne s'en rende compte. C'est ainsi que fonctionnent les habitudes et les pensées qui vous sabotent. Elles ne se présentent pas comme des ennemis déclarés, mais comme des fissures silencieuses qui drainent votre force jour après jour. Et si vous ne les fermez pas à temps, aussi fort que vous vouliez avancer, vous finirez par couler sur place, vous demandant pourquoi vous ne parvenez jamais à avancer. Le sabotage interne n'apparaît pas soudainement, il se déguise en routine. Cette pensée qui vous répète que vous n'êtes pas assez bon, cette habitude de procrastiner ce qui est important, cette voix qui justifie toujours votre manque d'action. Au début, ils semblent être de petits détails, mais ensemble, ils construisent une prison invisible. Le stoïcisme enseigne que l'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans les idées que vous acceptez sans les remettre en question et dans les habitudes que vous répétez même si vous savez qu'elles vous détruisent. Rompre avec eux n'est pas un acte doux, c'est une coupure radicale. Vous ne pouvez pas négocier avec ce qui vous sabote, car plus vous lui donnez de temps, plus il s'installe profondément. Si vous savez que quelque chose vous affaiblit, éliminez-le à la racine. Si vous identifiez une pensée qui vous entraîne constamment dans la culpabilité ou la peur, arrêtez-la à l'instant où elle apparaît. Ne la nourrissez pas avec des arguments, ne la déguisez pas avec des excuses. L'action immédiate est le seul moyen de désarmer ce qui vous sabote. Imaginez un guerrier qui découvre un espion dans son camp. Il ne l'invite pas à rester pour l'observer un peu plus, il ne le tolère pas en espérant qu'il change. Il l'expulse immédiatement parce qu'il comprend le risque de permettre sa présence. Vous devriez traiter de la même manière ses habitudes et ses pensées. Le sabotage ne se étudie pas, il se coupe. Le temps que vous perdez à justifier ce qui vous fait du mal est le temps que vous pourriez utiliser pour construire ce qui vous renforce. Beaucoup tombent dans le piège d'attendre le moment parfait pour changer. Ils pensent qu'ils pourront abandonner une habitude nuisible quand ils seront prêts ou qu'ils pourront faire taire les voix internes négatives quand ils se sentiront forts. Mais la vérité est qu'il n'y aura jamais un moment confortable pour le faire. Le véritable changement naît toujours dans l'inconfort. Et si vous le reportez, vous ne faites que renforcer la chaîne. Le stoïcisme insiste sur le fait que l'action est le remède à l'autosabotage. Ne pensez pas trop, agissez. Rompre une habitude qui vous détruit signifie également la remplacer par une qui vous construit. Il ne suffit pas d'éliminer, vous devez occuper cet espace avec quelque chose qui vous renforce. Si vous laissez un vide,
l'ancien modèle reviendra avec plus de force. Chaque fois que vous éliminez une pensée qui vous coule, remplacez-la par une affirmation de pouvoir. Chaque fois que vous coupez une habitude inutile, installez-en une qui vous rapproche de votre objectif. C'est ainsi que vous transformez votre vie de manière solide. L'auto-sabotage se nourrit du silence, du temps que vous lui accordez, du doute que vous ne confrontez pas. C'est pourquoi la seule stratégie efficace est l'action immédiate et consciente. Demandez-vous avec sévérité, qu'est-ce que je permets de me saboter aujourd'hui? Identifiez-le et coupez-le sans hésitation. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Votre vie ne se perd pas à cause d'une grande erreur. Elle se perd à cause de petites habitudes et pensées qui vous volent chaque jour sans que vous vous en rendiez compte. Rompre avec eux est un acte de courage qui vous redonne le contrôle. Et lorsque vous décidez de ne plus tolérer ce qui vous détruit, vous commencez à construire un terrain fertile où rien ne peut vous couler. Celui qui brise ses chaînes internes devient quelqu'un que personne ne peut arrêter. 8. Ose même si tout tremble. Un pont suspendu ne démontre pas sa force lorsqu'il est immobile, mais lorsque le vent le secoue violemment. Chaque grincement semble annoncer qu'il va se briser, mais c'est précisément dans ce tremblement qu'il révèle sa résistance. C'est ainsi que fonctionne le courage. Il ne se ressent pas comme une sécurité absolue, mais comme une fragilité qui avance malgré la peur. Croire qu'être courageux signifie ne pas ressentir de peur est une tromperie. Le véritable courage est de marcher lorsque les jambes tremblent, de parler lorsque la voix se brise et de faire le pas même si le sol semble instable. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas attendre que tout soit parfait pour agir, car ce jour n'arrivera jamais. La peur sera toujours présente, déguisée en excuses, en prudence excessive ou en cette voix qui murmure que tu n'es pas encore prêt. Mais chaque minute que tu attends le moment parfait est une minute que tu offres à l'inertie. Le courage ne se construit pas dans le confort, il se forge dans l'inconfort, dans la décision d'avancer, même si tu n'as pas toutes les certitudes en main. Ose même si ton cœur tremble, car chaque acte de courage ouvre un chemin qui n'existait pas auparavant. Il ne s'agit pas de te jeter dans le vide sans réfléchir, mais de comprendre qu'il n'y aura jamais absence de risque. Si tu veux grandir, tu dois accepter que tu trembleras. Ce tremblement est le signe que tu sors de la zone où tu as toujours été prisonnier. Celui qui cherche la certitude avant d'agir finit par vivre dans une cellule décorée d'illusions de sécurité. La peur exagère les scénarios, peint des échecs catastrophiques et projette des douleurs qui n'existent pas encore. Mais 90% de ces visions ne se réalisent jamais. Ce qui se réalise, c'est le coup de rester immobile. La frustration, le regret, le sentiment d'être vivant sans avoir vraiment vécu. Oser, c'est risquer le confort pour conquérir un but, et c'est un pari qui vaut toujours plus que la sécurité stérile de ce qui est connu. Imagine quelqu'un qui veut traverser une rivière, mais qui reste éternellement sur la rive en attendant que l'eau cesse de bouger. Cette attente est inutile, car la rivière sera toujours en mouvement. La vie est la même, il y aura toujours de l'incertitude, toujours du risque. Le pont dont tu as besoin se construit pendant que tu marches, pas avant. Si tu ne fais pas le premier pas, tu ne verras jamais comment tes propres actions forment le chemin. Les stoïciens comprenaient que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de celle-ci. Marc Aurèle disait que la difficulté est la matière première de la grandeur. Chaque fois que tu affrontes ce qui te secoue, ton caractère se renforce. Chaque action que tu entreprends malgré la peur devient une brique de plus dans la construction d'un esprit inébranlable. Ose même si tout tremble, car le tremblement est la preuve que tu es au seuil de ta croissance. N'attends pas de te sentir en sécurité, agis et la sécurité viendra en conséquence. C'est la paradoxe du courage. La confiance ne précède pas l'acte, elle se construit après avoir fait le pas. Et plus tu pratiques le courage, plus la peur qui semblait auparavant un géant deviendra petite. Choisis de trembler et d'avancer malgré tout, parce que celui qui ose au milieu du tremblement découvre que la peur n'était pas un mur, mais une porte déguisée. Une porte qui ne
Pense à un volcan qui se réveille soudainement, projetant du feu, de la fumée et des cendres partout. C'est ainsi que se déroulent de nombreuses discussions. Elles éclatent sans prévenir et cherchent à t'entraîner dans leur fureur. Mais observe maintenant une montagne qui reste intacte face à l'éruption, solide, ferme, sans se laisser ébranler par la violence environnante. Cette montagne, c'est toi lorsque tu décides de ne pas perdre ton calme face aux attaques verbales. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de hausser la voix, mais de montrer que ta voix sereine a plus de poids que n'importe quel cri. Dans chaque confrontation verbale, il y a toujours un piège caché. Croire que celui qui parle le plus fort est celui qui gagne. Mais la réalité est autre. Celui qui contrôle son ton, celui qui mesure ses mots, celui qui sait quand se taire et quand répondre, c'est celui qui a vraiment le contrôle. Et quand quelqu'un cherche à te provoquer avec des insultes ou des sarcasmes, ce qu'il essaie vraiment de faire, c'est de t'entraîner sur son terrain, de te faire perdre ta sérénité. Si tu tombes, tu as déjà perdu. Si tu résistes intelligemment, la victoire est à toi. Les stoïciens le comprenaient mieux que quiconque. Le triomphe n'est pas d'humilier l'autre, c'est de ne laisser personne voler ta paix. C'est pourquoi, ici, tu apprendras à utiliser des phrases courtes, percutantes, qui semblent simples, mais qui frappent plus fort que n'importe quelle discussion longue et bruyante. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à blesser, mais à établir des limites claires et à faire respecter ton espace sans pousser un seul cri. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu trouveras ici ne sont pas des conseils vides, mais des outils pratiques que tu pourras appliquer dans ta vie quotidienne, au travail, dans ta famille, ou avec n'importe qui essaye de te manipuler ou de te faire perdre le contrôle. Ici, tu découvriras que le silence est aussi une réponse, que ton attitude et ton regard peuvent en dire plus que 1000 mots et que la sérénité bien maintenue peut te rendre impossible à briser. Ce scénario est un entraînement pour ton caractère, pour que tu cesses d'être la proie du feu des autres et que tu deviennes la montagne solide que personne ne parvient à renverser. 1. Je n'ai pas besoin de me précipiter, je répondrai calmement. Un éclair illumine le ciel pour un instant, génère du bruit et effraie tout le monde, mais disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Le tonnerre peut être fort, mais il n'a pas de consistance. Le calme, en revanche, est comme un lever de soleil qui arrive lentement, fermement, inévitablement, et qui finit par s'imposer sur n'importe quelle obscurité. C'est ainsi que se présente ta réponse lorsque tu choisis de ne pas te précipiter, brève, ferme et sereine. Elle ne cherche pas à éblouir ni à intimider, elle met simplement les choses à leur place. L'erreur la plus courante dans une discussion est de réagir au même rythme que l'attaque. On te lance des mots durs, et ta première réaction est de les renvoyer sans réfléchir, et à ce moment-là, tu n'es plus maître de toi-même, tu es un reflet de l'autre. Tu es tombé dans son jeu. La clé est de comprendre que chaque seconde de pause avant de répondre est un acte de pouvoir. Cette pause est ce qui transforme ta réponse en quelque chose qui désarme plutôt qu'en quelque chose qui alimente le conflit. Celui qui t'attaque cherche la vitesse. Il veut t'entraîner sur un terrain où la colère règne. Il sait que si tu réponds immédiatement, tu succomberas à l'impulsion et tu t'affaibliras. Mais lorsque tu choisis de freiner, de respirer et de répondre calmement, tu brises le scénario. Ils attendaient du feu et trouvent de l'eau. Ils attendaient un cri et reçoivent un murmure ferme. Et c'est à ce moment-là que l'agresseur est déstabilisé, car ta sérénité est un miroir qui lui rappelle le ridicule de son exaltation. Répondre calmement ne signifie pas ne pas répondre. Cela ne signifie pas baisser la tête ni rester silencieux par peur. Cela signifie choisir des phrases courtes qui ferment la porte à la confrontation inutile, mais qui définissent clairement ta limite. Des exemples simples. Je parlerai quand on pourra le faire avec respect, ton opinion est la tienne, je garde la mienne, je n'ai pas besoin de crier pour que tu me comprennes. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à gagner, mais à reprendre le contrôle de la situation. Fais-en une habitude dans la vie quotidienne. Au travail, lorsque quelqu'un te met la pression avec des commentaires sarcastiques, réponds calmement. Si tu veux que nous parlions, faisons-le avec respect.
Dans ta famille, si une dispute éclate où tout le monde élève la voix, sois celui qui dit lentement « Je préfère attendre que nous puissions nous écouter sans crier ». Dans la rue, si quelqu'un cherche à te provoquer, un simple « Je ne vais pas discuter de ça » suffit. Chacune de ces phrases est comme un mur qui protège ta paix et en même temps montre que tu n'es pas quelqu'un de manipulable. Le calme soutenu ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il se travaille. Commence par les petites choses, quand quelqu'un interrompt ton opinion, quand un inconnu te répond avec rudesse, quand les réseaux sociaux se remplissent de commentaires agressifs. Au lieu de réagir avec la même énergie, pratique la respiration, l'observation et donne une réponse claire mais sans précipitation. Chaque fois que tu le fais, tu renforces ce muscle interne que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi. Marc Aurèle disait que la plus grande victoire est de se gouverner soi-même. Et il avait raison. Celui qui crie montre sa fragilité. Celui qui répond immédiatement montre qu'il dépend de l'autre pour agir. Cette personne montre clairement que personne ne contrôle son état émotionnel. Imagine quelqu'un qui essaie de t'humilier en public, attendant ta réaction. Si tu succombes à la précipitation, tu valides son attaque. Mais si tu prends une seconde et dis calmement « Ce que tu penses de moi ne change pas ce que je suis », la situation change complètement. Non seulement tu te protèges, mais tu poses aussi une limite et tu projettes du respect. Ce type de réponse ne cherche pas à détruire, il cherche à démontrer l'indépendance. 2. Ma voix sereine a plus de poids que les cris. Des coups forts sur une table peuvent impressionner au début, mais ce bruit disparaît en quelques secondes et ne laisse rien de plus qu'un silence gênant. En revanche, un mot ferme, prononcé sans hâte et avec calme, reste dans l'esprit de l'auditeur beaucoup plus longtemps que n'importe quel fracas. C'est la différence entre crier et parler avec sérénité. Le cri intimide seulement un instant. La voix sereine conquiert l'espace et reste là, imposant le respect sans besoin de violence verbale. Celui qui crie pense qu'il gagne du terrain par l'intensité, alors qu'en réalité, il montre sa faiblesse. Le cri révèle qu'il n'y a pas d'argument solide derrière, c'est une déclaration de vide. La voix sereine, en revanche, transmet la sécurité, car elle démontre que tu n'as pas besoin de t'énerver pour être entendu. Une réponse claire, brève et tranquille peut faire baisser le ton même à la personne la plus exaltée. Des phrases comme « Je ne répondrai pas si tu me parles en criant » ou « Je préfère parler quand il y a du calme » sont des exemples de comment ta sérénité coupe le conflit à la racine. L'habitude de parler calmement se construit dans les moments quotidiens. N'attends pas une grande dispute pour la mettre en pratique. Fais-le dans de petites situations. Quand quelqu'un interrompt ton idée, quand quelqu'un essaie de te presser avec impatience, quand un commentaire sarcastique cherche à te déranger. Réponds lentement, ralentis le rythme de tes mots et évite d'élever la voix. Ainsi, tu entraînes ton esprit à ne pas réagir, mais à agir avec stratégie. Pense à ce qui se passe lors d'une réunion de travail. Si quelqu'un te contredit de manière agressive et que tu réponds au même niveau, le conflit grandit. Mais si ta voix reste sereine et que tu dis « Je vais expliquer mon point de vue », écoute-le calmement. Ta présence gagne en poids. L'autre est exposé, car plus il crie, plus il est évident qu'il perd le contrôle face à ton sang-froid. La sérénité devient alors un miroir qui met en évidence le manque d'équilibre de l'agresseur. Dans les relations personnelles, il en va de même. Un membre de la famille contrarié peut élever la voix pour s'imposer. Si tu réponds de la même manière, tout se termine dans un cercle de cris. Mais si tu réponds avec des phrases courtes et un ton ferme, tu imposes un nouvel ordre. Parlons plus tard, ce n'est pas le moment, ou si nous allons nous crier dessus, je ne participe pas. Tu n'as pas besoin de plus. La voix sereine ne se justifie pas et ne se défend pas de manière exagérée, elle pose des limites claires et maintient la dignité. Les stoïciens savaient que le calme est un signe de force. Sénèque affirmait que ce n'est pas celui qui élève la voix qui est grand, mais celui qui ne se laisse pas emporter par l'agitation. Cette idée prend vie dans la pratique quotidienne. Alors que d'autres se fatiguent avec du bruit, tu conserves de l'énergie parce que ta voix ne dépend pas de l'impulsion. Chaque mot à toi, dit avec contrôle,
est comme une flèche qui atteint le centre sans avoir besoin de tirer 100 dans l'air. Entraîner cette compétence nécessite une attention consciente. Respire avant de parler. Pense à l'essentiel que tu veux dire et exprime-le sans élever ton ton. Pratique des phrases qui te soutiennent au milieu du chaos. Quand tu veux, nous pouvons parler avec respect. Je peux t'écouter, mais sans cri. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à écraser, mais à maintenir ta position. L'effet est puissant. Celui qui crie est pris au piège de sa propre énergie incontrôlée. Toi, en revanche, tu restes maître de toi-même. Et le plus important, ta voix sereine finit par s'imposer. Parce que dans un monde plein de bruit, le calme résonne toujours plus fort. 3. Je préfère parler lorsque nous pouvons le faire avec respect. Les pierres lancées contre un mur solide finissent par tomber au sol, sans laisser de marque. C'est ce qui se passe quand quelqu'un utilise des insultes ou des cris pour essayer de te provoquer, et que tu décides de ne pas jouer sur ce terrain. Le respect est le mur que tu élèves face à l'attaque, et chaque fois que tu dis calmement que tu ne parleras que dans ce cadre, les pierres deviennent inutiles. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit avec des cris ou un flot d'explications, il suffit de maintenir ta limite claire. Beaucoup de discussions dégénèrent parce que personne ne met de frein. L'un crie, l'autre répond plus fort, et bientôt tout se transforme en un choc sans issue. Celui qui choisit de marquer le respect brise ce cycle. Il ne s'agit pas de toujours rester silencieux, il s'agit de se rappeler que tout ne mérite pas une réponse. Quand tu dis « je préfère parler lorsque nous pouvons le faire avec respect », ce que tu communiques, c'est que tu n'accepteras pas un dialogue sous des règles sales. Et cette posture ne protège pas seulement ta paix, elle oblige aussi l'autre à reconsidérer sa façon de s'adresser à toi. La force de cette réponse réside dans le calme avec lequel elle est prononcée. Si tu le dis de manière agitée, elle perd de sa puissance. Mais lorsque tu l'exprimes fermement et calmement, elle montre clairement que ta dignité n'est pas en jeu. Le respect ne se mendie pas, il s'établit. C'est une limite qui ne se négocie pas. Celui qui insiste pour crier montre qu'il ne peut pas se contrôler. Mais toi, en restant serein, tu montres que tu peux contrôler ton terrain. Apporter cette habitude à la vie quotidienne est essentiel. Au travail, quand quelqu'un essaie de s'imposer par la pression ou des commentaires tranchants, ta réponse sereine coupe la tension. Nous pouvons en parler, mais sans cris ni reproches. En famille, face à des discussions où l'on cherche à te manipuler émotionnellement, il suffit de dire « Je ne continuerai pas si nous ne parlons pas avec respect ». Ce sont des phrases simples, mais percutantes. Elles n'attaquent pas, elles n'humilient pas, mais elles établissent la règle du jeu que tu choisis. Le stoïcisme enseigne que ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton épuisement, et cela inclut la façon dont les autres parlent. Tu ne peux pas changer leur ton ni leur attitude, mais tu peux décider dans quelles conditions tu participeras à une conversation. Ce contrôle est un bouclier puissant. Garder ton calme tout en posant la limite du respect fait que même le plus agressif se retrouve à parler seul parce que tu ne lui as pas donné ce qu'il voulait, ta réaction. Exemple clair, quelqu'un t'accuse injustement devant les autres, attendant ta réponse immédiate. La plupart tomberaient dans le piège de se défendre à grands cris. Tu choisis quelque chose de différent, tu respires et tu dis calmement « Si tu veux parler, faisons-le avec respect. Maintenant, ce n'est pas le cas. » Tu ne te protèges pas seulement, tu projettes aussi de la sécurité. Tu montres que tu n'as pas besoin de te rabaisser pour défendre ta position. Cette habitude devient un signe d'autorité personnelle. Celui qui sait mettre le respect comme condition inévitable gagne de la confiance à chaque interaction. Tu n'arriveras pas toujours à faire baisser le ton de l'autre, mais l'important est que tu ne le perdes pas. En laissant clair que ta participation dépend du respect, tu enseignes à tous que tu ne dialogues pas sous pression ni manipulation. Avec le temps, cette pratique te rend immunisé contre les discussions toxiques. Alors que d'autres s'épuisent à essayer de se faire entendre au milieu des cris, tu apprends à attendre le moment approprié, à exiger le minimum nécessaire, le respect mutuel. Et ce calme se transforme en pouvoir.
Parce que celui qui établit les conditions d'une conversation contrôle la direction de celle-ci. 4. Mon jugement est suffisant, je n'ai pas besoin de ton approbation. Une boussole ne demande pas la permission pour indiquer le nord. Peu importe combien de mains la tiennent, son aiguille pointera toujours dans la même direction. Ton jugement doit être ainsi au milieu des discussions et des attaques verbales, ferme, orienté et sans besoin de chercher une validation externe. Quand tu sais qui tu es et ce que tu penses, ta voix ne tremble pas et ta sécurité ne dépend pas de l'approbation des autres. Beaucoup font l'erreur de répondre par de longues explications pour convaincre l'autre, comme si leur propre vérité devait être acceptée pour avoir de la valeur. Mais chaque mot que tu donnes en excès, chaque justification que tu répètes sans que personne ne te la demande, est une concession de ton pouvoir. Celui qui t'attaque veut t'entraîner sur ce terrain, te faire sentir que tes pensées ne sont pas valables si elles ne sont pas validées par lui. C'est là que ta réponse brève, ferme et claire entre en jeu. Mon jugement est suffisant. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Cette phrase est un mur qui coupe immédiatement la manipulation. Tu ne la dis pas avec colère ni avec ironie, tu la prononces avec sérénité. C'est un rappel pour toi-même et un avertissement pour l'autre. Ta vie n'est pas là pour être votée. Tes décisions ne reposent pas sur l'opinion des autres. Quand tu parles de cette certitude, même le plus insistant reste sans argument. Car comment discutes-tu avec quelqu'un qui ne cherche pas ta validation ? Cette habitude est vitale au quotidien. Au travail, quand quelqu'un disqualifie ton idée pour la faire paraître faible, il suffit de répondre « c'est ma proposition et j'ai confiance en elle ». À la maison, face à un membre de la famille qui essaie d'imposer sa vision, tu peux dire « j'écoute ton opinion mais je décide pour moi ». Dans la rue, face à quelqu'un qui remet en question tes choix personnels, réponds calmement « je n'ai pas besoin de ton approbation pour vivre comme je le choisis ». Ce sont des phrases simples, mais elles reflètent un pouvoir énorme, car elles marquent une limite et renforcent ton identité. Le stoïcisme enseigne que la seule chose qui est vraiment sous ton contrôle sont tes pensées et tes actions. Tout le reste, y compris les opinions des autres, appartient à un autre domaine. Si tu comprends cela, tu arrêtes de t'épuiser à chercher des applaudissements ou à éviter les critiques. Marc Aurèle disait que la tranquillité arrive quand tu arrêtes de te soucier de ce que pensent les autres. Et cet enseignement est toujours vivant aujourd'hui. Ton jugement est ta boussole, et tant que tu le suis fermement, le bruit extérieur ne peut pas te détourner. Imagine la situation typique où quelqu'un essaie de ridiculiser ta décision devant les autres. La plupart entreraient dans une bataille verbale pour justifier leur position. Toi, en revanche, tu choisis de répondre calmement « c'est ma décision et je suis en paix avec elle ». Rien de plus. Avec cette phrase, tu démontes le jeu. L'autre attendait une longue explication qu'il pourrait attaquer, mais tu ne lui donnes pas de matière. Ta sérénité coupe l'air et la conversation manque de carburant. La clé est de faire de cela une habitude, pas une réaction isolée. Chaque jour, tu auras l'occasion de renforcer ton indépendance émotionnelle. Quand tu décides quelque chose, répète-toi mentalement « mon jugement est suffisant ». Cet entraînement interne renforce ta confiance, et quand viendra le moment de l'exprimer à haute voix, ton ton transmettra l'authenticité. Il n'y aura pas de doute, car tu le vivras comme une vérité gravée en toi. Cette habitude protège aussi ton énergie. Quand tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, tu arrêtes de perdre du temps dans des batailles inutiles. Tu peux écouter, tu peux considérer des opinions, mais tu décides depuis ton centre. Cela ne signifie pas être têtu, cela signifie être maître de toi. Personne ne peut manipuler celui qui ne cherche pas de validation. 5. Tes paroles sont à toi, je ne vais pas les porter. Les flèches lancées en l'air peuvent voler avec force, mais elles n'atteignent pas toujours leur cible. Beaucoup tombent au sol, d'autres se perdent dans la distance. C'est ainsi que sont les insultes et les provocations. Elles sont lancées avec colère, mais elles ne blessent que si tu décides de les ramasser. Quand tu apprends à laisser ces flèches tomber sans les toucher, tu découvres que le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas.
Chaque parole offensante en dit plus sur celui qui la lance que sur celui qui la reçoit. L'erreur la plus courante dans une discussion est de penser que tu dois te défendre de tout ce qui est dit, comme si chaque commentaire était une pierre que tu dois arrêter avec ton corps. Et non, ce n'est pas le cas. Tu choisis ce que tu portes et ce que tu laisses tomber. Quand tu réponds calmement, c'est à toi, je ne vais pas le porter, ou tes paroles ne me définissent pas, tu brises immédiatement l'intention de l'attaque. L'agresseur espérait que ses flèches te blessent, mais il se retrouve face à quelqu'un qui ne les reconnaît pas comme siennes. Cette habitude est une libération quotidienne. Dans la rue, si quelqu'un t'insulte gratuitement, tu peux répondre sereinement « Ce que tu dis parle de toi, pas de moi ». Au travail, face à des critiques injustes, il suffit de dire « Je respecte ton opinion, mais je ne la fais pas mienne ». En famille, quand un reproche cherche à te manipuler, réponds « Tes paroles sont à toi, je décide ce que je crois ». Des phrases simples, dites calmement, qui deviennent des boucliers impénétrables. Les stoïciens comprenaient cela clairement. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si quelqu'un t'insulte, le mal n'est pas dans le mot lui-même, mais dans ce que tu décides de faire avec. Si tu le ramasses et le gardes dans ton esprit, il te blesse. Si tu le laisses tomber, il disparaît. Aussi simple, aussi puissant. Imagine une scène quotidienne. Quelqu'un cherche à te provoquer devant un groupe, en utilisant le sarcasme pour te faire mal paraître. La réaction la plus courante serait de lui rendre l'offense avec la même intensité. Mais si tu dis calmement « C'est ton opinion, je ne la porte pas », l'attaque se désarme. Le silence gênant ne sera pas le tien. Il sera celui de celui qui a essayé de te blesser sans succès. En refusant de porter ses paroles, tu lui rends le poids de ce qu'il a dit. La clé est de faire de cette pratique une habitude constante. Chaque fois que quelqu'un essaie de déposer en toi ses frustrations déguisées en insultes, rappelle-toi que tu n'as pas à les accepter. Tu n'es pas un conteneur de déchets émotionnels. Tu n'as pas besoin de porter sur tes épaules le poison que d'autres essaient de te donner. Te répéter mentalement « ceci ne m'appartient pas » te donne une liberté immédiate. Répondre de cette façon ne signifie pas ignorer tout, mais choisir ce qui mérite ton énergie. Si la critique est constructive, tu peux l'écouter. Mais si elle est chargée de poison, tu la laisses tomber. Ta réponse brève et sereine marque la limite. Tu ne deviens pas le récepteur automatique de la colère des autres. Cette indépendance te donne la paix et aussi le respect. Parce que celui qui ne porte pas ce qui est étranger démontre une force intérieure. L'effet est transformateur. Quand tu ne réagis pas à chaque parole hostile, les autres découvrent qu'ils ne peuvent pas te contrôler, que leurs insultes n'ont plus de pouvoir sur toi. Et avec le temps, même les plus agressifs comprennent qu'avec toi, il ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie, parce que tu ne donnes pas ce qu'ils cherchent, ta réaction. C'est ainsi que tu transformes une attaque en rien, parce que les mots, sans ton permission, ne pèsent pas, et parce que tu décides ce qui entre dans ton esprit et ce qui n'y entre pas. 6. Ma posture et mon regard disent déjà ce que je pense. Un phare sur la côte n'a pas besoin de crier pour guider les bateaux. Sa lumière, ferme et constante, suffit à marquer le chemin dans l'obscurité. Il en va de même dans une discussion. Ce ne sont pas toujours les mots qui pèsent le plus, mais la façon dont tu te tiens. Ta posture, ton regard et ton silence stratégique peuvent parler plus fort que n'importe quel discours. Le corps a un langage qui, lorsqu'il est utilisé avec calme et fermeté, devient une arme silencieuse, impossible à ignorer. L'erreur de beaucoup est de croire que l'on ne défend une idée qu'en parlant plus fort ou en accumulant des arguments. Cependant, la façon dont tu te tiens face à l'attaque dit autant ou plus que ce que tu exprimes avec la bouche. Lorsque ta posture est droite, ton regard serein et tes gestes calmes, tu projettes de la sécurité. Et cette sécurité intimide plus que les cris. Celui qui essaie de t'agiter avec des mots s'attend à ce que tu bouges nerveusement, que tu baisses la tête ou que tu répondes avec des gestes nerveux. Si tu ne le fais pas, si tu restes comme un mur tranquille, tu lui montres qu'il n'a pas de pouvoir sur toi.
Dans la vie quotidienne, cette habitude est clé. Imagine une réunion au travail où quelqu'un essaie de dénigrer ton opinion. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement. Il suffit de maintenir ton regard fixe et ta posture droite avant de parler. Ce calme physique envoie un message. Tu ne m'intimides pas. Et lorsque tu décides finalement de parler, même une phrase courte comme « je pense différemment » sonne plus fort parce que ton corps avait déjà marqué l'autorité. Cela se produit aussi dans la famille. Quelqu'un peut essayer de te manipuler avec des reproches ou des sarcasmes. Au lieu d'entrer dans le jeu des cris, ta réponse commence par ton langage corporel. Silence, calme, regard ferme. Puis une phrase brève. « Je n'ai pas besoin de discuter, ma position est déjà claire. » Ce geste coupe la tension parce qu'il montre que ton jugement est soutenu par plus que des mots. Le stoïcisme a toujours valorisé la cohérence entre l'interne et l'externe. Sénèque disait que la véritable force se reconnaît dans la sérénité du visage et dans la fermeté du caractère. Si ton intérieur est calme, ton corps le reflète. Et lorsque ton corps reflète le calme au milieu du bruit, il désarme l'autre sans avoir besoin d'entrer sur son terrain. L'attaque perd de sa force car elle ne trouve pas de faille par où entrer. S'entraîner à cette habitude implique de prendre soin de ta présence. Il ne s'agit pas de paraître arrogant ou distant, mais de maintenir ton centre dans n'importe quelle situation. Posture droite, respiration contrôlée, regard clair. Ces éléments transmettent une sérénité qui pèse plus que les cris. C'est comme dire, avec ta seule présence, « Je suis ici, sûr de moi, et rien de ce que tu dis ne me fait bouger. » Exemple pratique, quelqu'un t'insulte en espérant te voir perturbé. Tu restes calme, tu le regardes dans les yeux et tu réponds lentement « Tes mots ne changent pas ce que je suis. » L'impact ne réside pas seulement dans la phrase, mais aussi dans la façon dont tu l'accompagnes avec ton langage corporel. Ce mélange de fermeté et de sérénité génère un respect immédiat, car il démontre une maîtrise de soi. Faire de ta posture et de ton regard des alliés ne nécessite pas un effort exagéré, juste une pratique consciente. Chaque jour, dans de petites situations, rappelle-toi que ton corps communique aussi. Lorsque tu choisis de maintenir le calme physique, ton silence et tes gestes parlent plus qu'une discussion entière. La personne qui contrôle sa présence envoie un message clair. « Je ne suis pas quelqu'un de facile à briser. » C'est ainsi que tu fais comprendre aux autres ta position, même sans mots. 7. Le silence est aussi une réponse. Les pièges les plus efficaces ne sont pas toujours visibles. Un chasseur n'a pas besoin de montrer son arme, il lui suffit de préparer le terrain pour que l'ennemi tombe de lui-même. C'est ainsi que fonctionne le silence au milieu d'une discussion. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais c'est une stratégie qui oblige l'autre à tomber dans son propre bruit. Tandis qu'il s'épuise avec des cris et des insultes, tu restes tranquille, et ce calme devient un coup invisible, qui pèse plus que n'importe quel mot. Répondre par le silence ne signifie pas fuir, ni manquer d'arguments. Cela signifie choisir la meilleure stratégie, nier à l'autre ce qu'il recherche le plus, ta réaction. Celui qui crie a besoin de carburant, il a besoin que tu lui rendes le feu pour continuer à brûler. Si tu choisis de te taire, tu le laisses brûler seul jusqu'à ce que son énergie s'épuise. À ce moment-là, tu comprends que tu n'as pas gagné en discutant, tu as gagné en ne jouant pas son jeu. Cette habitude s'entraîne jour après jour. Quand quelqu'un t'attaque avec du sarcasme au travail, tu peux le regarder et rester calme. Ton silence lui dit « Je ne vais pas me fatiguer avec toi ». Dans la famille, face à un reproche injuste, se taire et se retirer est plus clair que de s'engager dans une bagarre sans fin. Et dans la rue, lorsqu'un inconnu essaie de te provoquer, ton silence et ta démarche assurée montrent que tu n'as pas l'intention de salir ton énergie. Le pouvoir du silence est qu'il place tout le poids sur l'autre. Celui qui lance des mots offensants attend une réponse. S'il ne l'obtient pas, il est exposé à sa propre agressivité. Imagine quelqu'un te crier dessus en public pendant que tu choisis de rester calme, avec un regard ferme. La tension monte, mais pas vers toi, vers celui qui perd le contrôle. Ton silence devient un miroir qui reflète son désordre, et tout le monde le perçoit.
C'est la force silencieuse qui intimide plus que n'importe quelle réplique. Les stoïciens voyaient dans le silence un outil de maîtrise de soi. Épictète enseignait que tout ne mérite pas d'être répondu, car tout n'a pas de valeur. Si tu choisis de répondre à chaque attaque, tu finis par être pris dans le filet de l'autre. Mais si tu sélectionnes tes batailles et laisses le silence être ta réponse, tu démontres que ta paix intérieure vaut plus que n'importe quelle provocation. Le silence n'est pas vide, c'est une déclaration. Je ne suis pas à ton niveau. Des exemples pratiques le montrent clairement. Imagine qu'un collègue essaie de t'humilier avec des blagues devant les autres. Au lieu de répondre, tu le regardes et gardes le silence. À ce moment-là, tu le laisses seul face à sa tentative de gagner des applaudissements. Le vide qui reste parle plus fort que n'importe quelle réplique. Ou dans une dispute de couple où les deux élèvent la voix, ton silence interrompt l'escalade. En ne donnant pas plus de carburant, tu obliges l'autre à s'arrêter et à reconsidérer. Faire de cela une habitude nécessite de l'autocontrôle. Il n'est pas facile de contenir le besoin de se défendre toujours, mais avec de la pratique, tu comprends que le silence n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est choisir quand parler et quand laisser le bruit se détruire lui-même. Une technique simple est de te rappeler à ces moments-là, tout ne mérite pas une réponse. Cette phrase intérieure t'aide à garder ton calme et à utiliser le silence comme une arme stratégique. L'effet sur ta vie est profond. Tu gagnes du respect parce que ceux qui t'entourent découvrent qu'ils ne peuvent pas te manipuler. Tu gagnes la paix parce que tu ne portes pas le poids de discussions inutiles. Et surtout, tu gagnes du pouvoir parce que tu démontres que ton contrôle n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Le silence, utilisé avec intention, est un coup invisible qui laisse toujours une trace. 8. Ma sérénité est ma force, je n'ai pas besoin de la perdre. L'acier le plus résistant n'est pas celui qui est forgé avec des coups désespérés, mais celui qui est trempé dans le feu et ensuite refroidi avec patience jusqu'à devenir inébranlable. C'est ainsi que se manifeste la sérénité au milieu d'une discussion, une trempe silencieuse qui n'a pas besoin de montrer de violence pour démontrer sa force. Alors que d'autres s'épuisent en perdant leur calme, tu deviens plus solide à mesure qu'ils essaient de te briser. La sérénité n'est pas passivité, c'est la forme la plus pure de pouvoir. Quand quelqu'un cherche à te provoquer avec des mots durs, il le fait en espérant une réaction qui confirme son contrôle. Il veut que tu cries, que tu te mettes en colère, que tu perdes ton centre. Chaque seconde que tu maintiens ta sérénité est un coup qui le désarme, car tu lui montres qu'il n'a pas accès à ce qui est le plus précieux, ton équilibre. Et cela envoie un message clair. Tu peux parler, mais tu ne peux pas me dominer. Faire de ta sérénité une habitude quotidienne est une stratégie vitale. Au travail, quand quelqu'un remet en question ta capacité avec un ton arrogant, tu peux répondre calmement « Je comprends ton opinion, je vais continuer à faire ce que je fais ». Cette sérénité désarme, car pendant que l'autre attend un conflit, il reçoit une réponse imperturbable. Dans la famille, quand les émotions débordent dans les discussions, garder son calme et dire « Je ne vais pas perdre ma paix pour ce sujet » est suffisant pour arrêter la tempête. Même dans la rue, face à un inconnu agressif, ta sérénité et ton silence deviennent une barrière qui empêche l'attaque d'avoir un effet. Les stoïciens comprenaient que la vraie victoire est de se gouverner soi-même. Marc Aurèle affirmait que rien n'est plus fort qu'un homme qui conserve son âme tranquille. Cette leçon prend tout son sens lorsque tu pratiques la sérénité au milieu du chaos. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de le diriger. La colère peut brûler de l'intérieur, mais la sérénité la refroidit jusqu'à la rendre inutile. C'est comme éteindre un incendie avec de l'eau claire. Exemple concret. Quelqu'un t'accuse faussement devant les autres, en attendant ta défense agitée. Tu choisis la sérénité, tu regardes calmement et tu réponds « Quand tu voudras parler avec respect, je le ferai. » Rien de plus. Cette brève phrase, soutenue par la sérénité, pèse plus qu'un discours de 10 minutes crié.
L'accusateur est mis en évidence parce que son bruit contraste avec ton contrôle. Faire de la sérénité ta force ne signifie pas que tu ne parles jamais fermement. Cela signifie que tu choisis quand, comment et avec quel ton le faire. Le pratiquer implique d'entraîner l'esprit à ne pas sauter à chaque provocation. Chaque jour, tu auras des occasions de le faire. Dans une discussion inutile, dans un commentaire offensant, dans une tentative de manipulation. Respire, rappelle-toi ton centre et demande-toi « Est-ce que ça vaut la peine de perdre ma paix pour ça ?» La plupart du temps, la réponse sera non. Le pouvoir de la sérénité réside aussi dans le fait qu'elle protège ton énergie. Chaque cri épuise, chaque réaction impulsive vole de la force. Mais le calme préserve ta clarté et te permet de penser plus intelligemment. Alors que les autres perdent le contrôle, tu planifies, tu choisis et tu décides depuis la lucidité. Cela ne te protège pas seulement, cela te place aussi un pas en avant. Avec le temps, ta sérénité devient ta marque personnelle. Les autres commencent à le remarquer, que tu n'es pas facile à provoquer, que tu ne te laisses pas entraîner dans des jeux inutiles, que ta paix n'est pas à vendre. Cela génère du respect, même de la part de ceux qui ont essayé de te briser, parce qu'ils comprennent que ta sérénité est ta plus grande force et que lutter contre elle est une perte de temps.